messieurs, bienvenue en direct du bureau du maire. Les 30 prochaines minutes sont destinées à vous informer et à vous éclairer sur certaines des grandes orientations de la ville de Laval. Monsieur le maire, merci de nous recevoir à nouveau dans votre bureau. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous? Très bien. Comment s'est passé vos deux premières séances en web diffusion? Ça a été très, très bien et on s'est rendu compte que plusieurs personnes visitaient les sites et on a eu des bons commentaires. Et ça permet aux gens qui ne sont pas disponibles à l'occasion de la séance de les regarder en différé et selon les thèmes. Alors, tu n'es pas obligé de repartir au début. S'il y a un item qui t'intéresse, tu cliques sur l'item en question et le film apparaît à ce moment-là. Puis c'est aussi un bel outil non seulement de communication, mais de transparence. Effectivement, effectivement. C'est un engagement qu'on avait pris d'être transparent et d'aller vers la web diffusion. Allons dans le vif du sujet. Vous avez officiellement été déclaré éligible à être le maire de Laval. Ça faisait longtemps que ça traînait. Qu'est-ce que vous avez ressenti cette fois-ci lorsque la juge Danielle Turcotte a bel et bien confirmé votre statut de résident de Laval et donc éligible aux dernières élections? Alors, écoutez, pour moi, j'ai été déclaré officiellement élu le 3 novembre 2013. C'était toujours clair dans mon esprit et si j'avais eu un doute, je ne me serais pas présenté. Et ce que la juge de la Cour supérieure a confirmé, c'est l'opinion légale qui m'avait été donnée par Maître Mercier. Et par la suite, les trois juges de la Cour d'appel ont reconfirmé exactement la même chose. Alors pour moi, ces quatre juges-là, de différentes cours, s'ajoutent à tous les juges qui avaient décidé de voter pour nous, les milliers de personnes, étant en connaissance de cause, parce que les adversaires ont tellement dit et redit durant la campagne électorale que je n'étais pas éligible, et ceci faussement. Les gens ont voté en toute connaissance de cause, et 44 de la population ont voté pour nous. Pas que vous ne les aviez pas, mais maintenant vous allez avoir, disons, vous allez pouvoir mettre vos énergies ailleurs jusqu'en novembre 2017. Ça, c'est le point important. Oui. C'était malheureux de dépenser du temps, de l'énergie et de l'argent pour ce dossier-là, plutôt que de travailler à construire des belles choses pour les citoyens de Ville de Laval. Et l'autre aspect, ça créait le doute dans l'esprit de personnes qui, normalement, s'impliquent dans la communauté. Mais ces personnes-là, et certaines m'ont dit, écoutez, on s'est senti trahi par M. Vaillancourt, désappointé par M. Duplessis, et là, on nous dit que vous n'êtes pas éligible. On va prendre nos distances. Et ça, c'est des coups pour une communauté. Alors, sur cet aspect-là, je suis content. Ça va dissiper des doutes. Et je déplore l'argent, l'énergie qui a été gaspillée dans cette aventure-là. Un grand titre que j'ai pu lire durant le mois dernier, c'est « Le maire de Laval fait le ménage ». Vous n'arrêtez pas de faire le ménage, dans le fond, depuis que vous êtes en poste. C'est pas mal ça. D'ailleurs, il faut que je revienne sur votre déclaration sur le maire Vaillancourt qui brassait de la soupe. Je l'ai trouvée assez savoureuse. Pouvez-vous me résumer un peu, peut-être pour ceux qui l'auraient manqué, qu'est-ce que vous vouliez dire par ce que vous avez dit? Mais écoutez, il y a eu un article de journal, il y a eu un reportage, j'avais fait avec M. Vaillancourt, fait du bénévolat dans une soupe populaire. Bon, c'est bien. Et qu'il a toujours eu un souci de prendre soin des gens. Alors, c'est très différent de ce qu'on peut percevoir maintenant que je suis à l'Hôtel de Ville depuis tout près de 18 mois. Premièrement, il n'y avait pas de politique pour la pauvreté à Ville de Laval et l'ensemble des organismes communautaires nous disent l'administration municipale niait l'existence de la pauvreté. Et je ne peux pas faire autrement que faire référence à mon ancien métier de policier où j'ai vu très souvent le même scénario lorsque les gens sont appelés à la cour. Pour bien paraître devant la cour, faire des bonnes actions. On fait des bonnes actions, mais on peut distinguer quand quelqu'un est sincère, il tente de réparer les dommages qu'il a causés proportionnellement à l'ampleur. Oui. Alors, tout ce que j'ai dit, M. Vaillancourt, si vous voulez rembourser les millions sur lesquels vous êtes accusé d'avoir détourné, je vous promets que cet argent-là va servir à financer toutes les soupes populaires de notre territoire tant que je serai au pouvoir.
On parle quand même de plusieurs millions de dollars, là. On ne l'a pas tout à fait chiffré encore, hein, c'est ça? On ne le sait pas. Nous, on travaille à le Oh, chiffrer. Et je vous dis, non seulement on travaille à le chiffrer, on a fait faire des expertises là-dessus qui devraient se conclure dans les semaines qui suivent. On a fait faire des examens de documents qu'on disposait à l'Hôtel de Ville. Nous avons analysé tous les témoignages à la Commission Charbonneau et nous avons suivi l'enquête préliminaire, tous les témoignages qui ont eu lieu à la Cour. Même s'il y a une interdiction de publication, nous avions le droit d'être là et de prendre des notes. Alors, mes représentations seront faites essentiellement sur ces preuves-là qui ont été recueillies. Et l'enquête préliminaire est reportée de 3 mois. Vous devez avoir hâte de mettre ça derrière vous, hein? Oui, en fait compte, écoutez, j'ai hâte qu'on tourne la page, qu'on oublie ça. C'est pour ça qu'on veut mettre de l'avant les beaux côtés de Laval, les aspects positifs de Laval, mais on sait que lors du procès, ça va nous rattraper, la publicité, les médias se nourrissent de nouvelles et ça va faire l'enjeu. Et s'il y a des sommes d'argent qu'on peut récupérer, on s'est engagé à récupérer les sommes d'argent. Alors, on ne part pas dans une chasse aux sorcières, mais c'est pas vrai qu'on va laisser de l'argent sur la table qui appartient aux citoyens de Laval. J'ai entendu souvent le commentaire de gens qui disent « on sait bien veiller en cours avant qu'il passe en cours, puis qu'il paye, il va être mort ». Est-ce que c'est votre perception et est-ce qu'un jour il aura à payer? Écoutez, on s'est présenté au Parlement, dans une commission parlementaire, faire modifier des lois. On a travaillé pour étoffer un mémoire et le gouvernement a suivi nos suggestions. Ce qui veut dire toute transaction d'une personne qui est élue, puis tout, pour s'aliéner des biens. Alors, je donnerais mon condo à ma sœur, à mon frère, à ma conjointe pour une somme dérisoire, peut être annulée rétroactivement depuis 5 ans. Les pensions des personnes qui ont été élues ou employées des villes victimes de collusion peuvent être saisies. C'est nouveau, ça. Les primes de départ, les primes de transition peuvent être saisies à l'avenir. Alors, ça envoie un signal fort et ça nous donne des possibilités de récupérer des sommes d'argent. Un autre signal fort, c'est celui que vous avez envoyé avec le Bureau d'intégrité et d'éthique de Laval, ce qu'on appelle communément le BIEL. Semble-t-il que ça fonctionne. Il y a eu quand même 85 signalements qui provenaient majoritairement d'employés de la ville et d'élus. Et là-dedans, il y a eu 15 arrestations, donc 14 sur un seul entrepreneur qui faisait du déneigement ici à la ville de Laval. Donc, vous avez maintenant les outils et surtout les canaux de communication pour savoir qui ne suit pas les règles. Alors, écoutez, on fait de la détection et de la prévention. Alors oui, il y a 2 entrepreneurs sur qui on a découvert des faits qui nous ont permis de mettre fin à leur contrat et d'éviter de payer des sommes d'argent qui n'avaient pas à être payées. À titre d'exemple, il y a un entrepreneur qui nous chargeait pour un certain nombre de camions, mais il y en a qui travaillaient dans une autre municipalité. Et ça a été dénoncé, c'est grâce à la ligne BIEL? C'est le BIEL qui l'a détecté, qui l'a prouvé et qui nous a permis de mettre fin et qui a eu des arrestations. Et il y a, à ma connaissance, 2 personnes accusées au criminel suite à ces dossiers-là. Et un autre dossier, un entrepreneur arrivait avec des voyages de neige à moitié plein. Et évidemment, ils sont payés au voyage. Et la neige qui ne provenait pas des rues de Laval, mais d'ailleurs. Alors, c'était 1000 pièces du voyage. On l'a pris sur 13 en une journée. Alors, on a mis fin au contrat pour mettre fin à la pratique et il y a eu des accusations qui ont été portées. Et c'est surtout un levier pour que monsieur et madame tout le monde qui sont conscients de la corruption ou de la collusion puissent les dénoncer. Effectivement, mais aussi, ça envoie un signal fort. Prends pas de chance à Laval, tu risques de te faire rattraper et fini l'époque où on avait les doigts dans le plat de bonbons puis on se servait en titre d'entrepreneur ou autre. Alors non. Maintenant, il faut que je vous amène sur le palmarès des municipalités du Québec 2013, je pense. Attendez, je vais juste mettre mes petites lunettes, vous allez me permettre. 2015, excusez-moi, réalisé par le Centre de productivité et de la prospérité du HEC Montréal, qui dit qu'entre 2009 et 2013, les dépenses municipales par habitant ont augmenté de 4,2 $ par année. Les employés des municipalités canadiennes gagnent en moyenne 6,43 $ de plus,
salaires et avantages sociaux confondus, que les employés du secteur privé. Ça représente un écart de 22 totalisant 3,4 milliards annuellement pour les contribuables canadiens. Et 60 de la croissance des dépenses dans les municipalités entre 2009 et 2013 pour des villes de 100 000 habitants et plus, donc c'est votre cas, c'est le poste budgétaire qui augmente le plus. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'effectivement, c'est une réalité que dans le monde municipal, ça coûte cher? Ça coûte cher. Bien, ici, premièrement, on mêle toutes sortes de choses, toutes sortes d'affirmations, puis il faut tirer certaines choses au clair. Oui, les budgets, d'une façon de la base, et les postes de dépenses des salaires, globalement, ont augmenté beaucoup, plus que l'inflation. Par contre, le gouvernement du Québec nous transfère des responsabilités et nous place des normes qui nous forcent à augmenter le nombre d'employés. Je vous donne des exemples. Il y a une loi qui nous impose un schéma de risque au niveau des pompiers. Alors, on est obligé d'intervenir et d'avoir des casernes à différents endroits, puis tout ça. L'objectif de la loi est louable, mais ça nous oblige, d'une façon assez rapide, d'augmenter le nombre de pompiers. Autre exemple, le gouvernement provincial a la responsabilité des ambulances sur le territoire de la ville. Maintenant, le service laisse tellement à désirer, et lorsqu'on négocie avec eux, ils n'augmenteront pas l'effectif et les postes budgétaires pour donner un bon service au niveau du 911, service ambulancier. Alors là, on est pris avec le choix. On laisse ça tel quel. Puis là, les citoyens se rapportent au conseil municipal. Disent, écoutez, mon fils a une jambe cassée, puis ça il a pris 45 minutes. Ou, bon, c'est un exemple fictif. Parce que le temps d'intervention est aussi important pour un incendie que pour un accident. Là. Effectivement. Alors là, on est obligé de regarder, comme plusieurs municipalités font, le service de premier répondant. Pourquoi? C'est une responsabilité provinciale qui n'est pas assumée. Et là, les citoyens mettent... Ça, c'est des frais pour nous. Le ministère de l'Environnement nous génère un paquet d'études, un paquet de réponses dans des projets avant de nous autoriser, qui fait qu'il y a des coûts. Tu as une équipe d'experts au niveau de la municipalité, tu as une autre équipe d'experts au niveau du ministère de l'Environnement. Alors, c'est des dédoublements et des coûts et des délais. Alors, tout ça, c'est complexifié depuis des années par la volonté du gouvernement provincial. Et pour répondre à ces critères-là, on est obligé d'embaucher. Et c'est une des revendications de l'Union des municipalités. Écoutez, rendez-nous imputables. Placez des normes, fixez-nous, et si on ne les respecte pas, qu'on nous rende imputables. On est déjà imputables face à la population. Justement, votre ami, le ministre des Affaires municipales, Pierre Moreau, a refusé une demande de l'UMQ, donc l'Union des municipalités du Québec, qui demandait d'avoir 1 point de pourcentage sur la TVQ, ce qui représenterait 1,2 milliard de dollars. Et il dit, entre autres, là-dedans, si j'ai un individu qui veut avoir, donc, et dont la croissance, qui veut l'avoir et dont la croissance des dépenses est de 1,7, et que j'en ai un autre, en parlant des villes, qui est de 5,7, à qui je vais donner ce 1,2 milliard? Alors, écoutez, M. Moreau est en négociation avec l'Union des municipalités. On a vu son attitude dans le passé, quand est venu le pacte fiscal. Il ne voulait pas que l'ensemble des municipalités réagissent en transférant aux payeurs de taxes un certain fardeau pour les 300 millions qu'il a coupés. Et il a pris des positions fermes. Alors, c'est une position de négociation. Moi, je ne suis pas à la table des négociations pour l'Union des municipalités, mais je prends ça avec un grain de sel. Reste qu'au bout de la ligne, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Le gouvernement fédéral, provincial et municipal se nourrissent tous des taxes du contribuable. Et le contribuable, ce qu'il nous demande, c'est je suis prêt à payer si j'ai du bon service et j'en ai mon argent. Éliminons le gaspillage, éliminons le copinage, la corruption, puis tout ça. Et après ça, je pense que les gens seront satisfaits. Maintenant, vous l'avez sûrement entendu, notre premier ministre Philippe Couillard a déclaré aux assises de l'UMQ qu'ils sont en train de redessiner les relations entre Québec et les municipalités et qu'on pourrait éventuellement avoir un projet de loi cadre à l'automne 2016 pour donner de l'autonomie aux municipalités. C'est ce que les municipalités demandent.
ce dont vous avez parlé il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous pensez réellement que ça s'en vient? Écoutez, premièrement, en 2016, je trouve ça loin parce que déjà, ces revendications-là, ça fait 10-15 ans que les municipalités font. Alors, les problématiques sont connues, les défis sont connus. Est-ce qu'on veut prendre des décisions dans cette orientation-là? Et ce qu'on demande essentiellement, c'est d'éliminer le gaspillage qui se fait par dédoublement, d'éliminer les pertes de temps, d'éliminer les dépenses inutiles. C'est ça qu'on demande. Alors, d'attendre 1 an de plus, moi, je pense que ça devrait être un des dossiers prioritaires pour économiser. Et les municipalités sont un levier économique formidable si on le permet. Les municipalités génèrent, c'est probablement le plus gros moteur économique de la province, l'ensemble des municipalités. Et il y a des théories d'ailleurs là-dessus que dans plusieurs pays, ce sont les maires des municipalités qui contrôlent l'économie. En Europe, entre autres. En Europe, entre autres. Alors écoutez, on peut-tu travailler ensemble pour éliminer le dédoublement et dans le plus bref délai possible, strictement par respect pour les payeurs de taxes. Justement, je vous reviendrai avec le dernier rapport du CLD de Laval, qui est quand même assez évocateur là-dessus. Vous faites front commun avec le maire de Montréal, le maire de Longueuil, ou la mairesse de Longueuil, devrais-je dire, et la ville de Westmount, pour le courrier à domicile. On le sait, Poste Canada veut, là encore, économiser de l'argent, ils vont installer des boîtes communautaires, sauf que ça a des impacts sur les environnements. Peut-être plus particulièrement Montréal que Laval, mais comment voyez-vous ça, l'arrivée de ces boîtes-là, vous? Écoutez, nous, on a essayé de collaborer du mois d'octobre 2013, c'est-à-dire 2014, au mois de février 2015. Et on s'est rendu compte que notre équipe me disait, bien, ils écoutent nos suggestions quand ça leur tente. Et on n'a pas de rétroaction de leur part. Alors, on les cautionne, puis là, on est mis dans l'embarras lorsqu'il y a des gestes qui sont posés qui n'ont pas de bon sens. Alors, essentiellement, ce qu'on leur dit, c'est, écoutez, d'un vieux quartier, il y a des gens à mobilité réduite qui habitent là. On a des quartiers qui n'ont pas de trottoir. On peut-tu poursuivre le service comme d'habitude? S'il faut livrer la poste 2 fois par semaine, si on ne peut pas 5 fois par semaine. Et d'un nouveau quartier, nous sommes ouverts à ce qu'il y ait l'implantation de boîtes. C'est souvent le cas maintenant. C'est ça. Et l'autre aspect, il y a 2 partis politiques qui se présentent à la prochaine élection qui sont contre l'implantation de ça. Alors, par souci d'une saine gestion, on demande un moratoire jusqu'à l'élection fédérale. Ça serait aberrant de dire ils vont tout installer ça le plus tôt possible et un autre parti prend le pouvoir que lui va dire à Poste Canada, bien, enlevez-les dans les vieux quartiers, ça n'a pas de bon sens. Alors, vous savez, on a connu les fusions, défusions, les refusions, on n'a pas à repasser dans le même scénario avec les boîtes postales. D'ailleurs, on parle de 522 $ le coût qu'il y a chacune des boîtes communautaires qui seraient installées. Et non seulement ça, c'est que les villes vont être exposées à des poursuites parce que l'hiver, si les personnes âgées sortent, ben, je dis personnes âgées, mais une personne en général, tombe et se fait mal, elle peut revenir contre la ville. C'est des possibilités, mais écoutez, en tant que gestionnaire public, il faut éviter de mettre nos gens dans des situations où ils vont se blesser, où ils seront en risque. Et en plus de ça, bien, écoutez, tout l'entretien, on voit des endroits, là, les circulaires, les ci, les ça. Ça part au vent, ça rentre dans la pluie, ça tombe dans la neige. Écoutez, alors je pense que Poste Canada fait preuve de mauvaise volonté et je ne sais pas c'est quoi l'agenda, c'est quoi leur motivation, mais s'ils voulaient juste faire une saine gestion, ils diraient, écoutez, on va suspendre un moratoire jusqu'à la prochaine élection, puis à la prochaine élection, on va reconsidérer, dépendamment qui sera au pouvoir. Et malheureusement, c'est une situation tellement simple à régler. Je l'ai dit à M. Denis Lebel, j'ai dit un coup de téléphone au président. Et la situation vient de se régler. Bien sûr. Parlons de boîtes, mais de d'autres boîtes, celles des boîtes de dons illégales qui se retrouvent partout sur votre territoire et partout, un peu partout aussi ailleurs. On en a dénombré quelques 500. Ce sont des boîtes dans lesquelles souvent déposent
des vêtements, entre autres. Là, vous avez envoyé des avis d'infraction à au moins une centaine de propriétaires de ces boîtes-là. C'est quoi l'enjeu pour Laval de ces boîtes-là? Plusieurs enjeux. Un, il y a toute une question d'esthétique, puis tout ça. Mais deux, on s'est rendu compte que plusieurs des organisations qui recueillaient ces vêtements-là, ces boîtes de dons-là, finalement, les profits n'aboutissaient pas au bon endroit. Donc, ce ne sont pas vraiment des organismes communautaires. C'est ça. Alors, il y a des gens qui faisaient de l'argent avec ça, que c'était devenu une business. Alors, ça nuit aux vrais organismes communautaires, à l'objectif premier, parce qu'il y en a trop, donc le potentiel est séparé. D'ailleurs, on parle d'une baisse de 30 pour ces organismes communautaires-là. Alors, pour protéger les organismes qui font réellement une bonne œuvre et pour éviter que notre territoire devienne une mascarade de boîtes de dons. Parce qu'elles sont très voyantes en plus, très Effectivement. Souvent. OK. Qu'est-ce que vous pensez du débat sur le verre? Parce que c'est un sujet chaud en ce moment. Est-ce qu'on doit mettre une consigne ou on doit simplement le recycler? Ville de Laval a quoi comme position par rapport à la consigne ou au verre à être recyclé? Alors, écoutez, moi, je pense que la consigne est un moyen pour contrôler. Est-ce le bon moyen? Ça doit être analysé. Reste que c'est au gouvernement provincial, c'est une juridiction provinciale, et l'objectif, c'est que ce verre-là ne soit pas strictement enfoui dans des sites de déchets. On peut utiliser ce verre-là et donner une deuxième vie. Ça a une valeur économique. Alors, il s'agit de mettre en place un système, et c'est la responsabilité du gouvernement provincial, qui sera quand même facile pour l'ensemble des commerces. Parce qu'il y a des commerçants, encore hier, il y a un commerçant qui me disait, « Monsieur Demers, venez voir mon entrepôt, je ramasse des bouteilles de verre, 80 ça vient de la SAQ. » Mais là, il dit, j'ai plus de place, puis pour moi, là, c'est un problème économique. Donc, c'est une solution provinciale, non pas municipale. Effectivement. Je vous amène avec une statistique qui vient de sortir et qui est éloquente. Entre 2001 et 2011, la population immigrante de Laval a bondi de 84,1 pour atteindre 96 645 personnes. C'est à peu près le quart de votre population. Ça a quoi comme impact et comme enjeu pour Ville de Laval, cette immigration? Bien, écoutez, premièrement, c'est une richesse. Notre évolution démographique est plus accélérée que l'ensemble de la province et nous sommes probablement dans les grandes villes, celles qui croît le plus rapidement. Alors, économiquement, ça nous offre toutes sortes de possibilités. Et ces communautés-là viennent enrichir la communauté lavalloise. Par contre, il y a des défis. Il y a des défis parce que c'est des gens, des fois, qui ont de la difficulté à faire reconnaître leur diplôme, à obtenir de l'emploi. Il faut les accompagner pour qu'ils puissent bien s'intégrer à la communauté et qu'ils deviennent un actif. Alors, ça ne crée pas de tension aussi, parce que les différences, c'est ce que ça fait aussi. Effectivement, et il y a tout l'aspect religieux. Il y a de plusieurs de ces communautés-là qui sont plus attachés à leur religion et plus pratiquants que nous. Et ça crée certaines tensions. Alors, il faut... Ça va être une priorité, j'imagine, pour Laval. C'est une priorité. C'est un engagement qu'on avait pris dans notre plateforme électorale. Et à l'heure actuelle, j'ai un comité qui regarde comment on peut, d'une façon efficace, accompagner les gens issus de l'immigration pour qu'ils trouvent leur place à Ville de Laval, s'intègrent bien et qu'ils soient acceptés le plus rapidement possible par l'ensemble de la population. Il nous reste 3 minutes, M. le maire. Il faut que je vous parle du dépôt du rapport 2014, le dernier du CLD, donc du Centre local de développement. On parle quand même d'investissements générés de 94 millions, du maintien ou de la création de 2000 emplois et pour chaque dollar investi, c'était des retombées de tout près de 23 $. Le CLD n'existe plus. Qu'est-ce qui va prendre sa place? C'est-à-dire l'appellation CLD n'existe plus. On a fait deux choses avec la nouvelle loi. On a décidé d'intégrer tous les employés du CLD qui avaient une sécurité d'emploi à l'intérieur du service de la Ville et on voulait qu'il n'y ait pas d'interruption de service pour la clientèle. Et nous sommes fiers parce que les employés du CLD, la preuve est là, ont fait un travail formidable, ils ont une compétence. Alors, ils vont venir enrichir la machine municipale et toute
notre département de développement économique et nous avons engagé dernièrement un nouveau directeur de ce département-là, qui est M. Marc Tremblay, qui est en train de définir une stratégie économique, on est en train de mobiliser l'ensemble des gens. Alors, on est confiant d'avoir encore des meilleurs résultats dans les années qui viennent. En rafale, schéma d'aménagement. En ce moment, vous avez énormément de consultations et ça participe beaucoup. Effectivement, et c'est une obligation qu'on devait faire pour être conforme aux règles de la CMM, et c'est un exercice qui ne s'est pas fait depuis 25 ans, Ville de Laval. Alors, c'est comment dessiner sa ville, et la population répond d'une façon formidable. 23 juin, fête nationale. 23 juin, la fête nationale. Au Centre de la nature. Au Centre de la nature, je veux vous énumérer quelques artistes qui seront présents. Marc Hervieux, Cœur de pirate, Les Trois Accords, Les Sœurs Boulay, Lisa Leblanc, un groupe humoristique, Les Appendices, etc., etc. Vous ne chantez pas, non? Non. J'ai chanté dans une conférence de presse, mais vous n'étiez pas là. Oui, c'est ça, j'ai déjà manqué celle-là. Quelques lignes, et c'était le tour de ma carrière. Bon, là, vous l'avez entre les mains. Je sais que vous êtes très fiers de ce spectacle-là. Il s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire, des célébrations du 50e anniversaire de Ville de Laval. On parle de Insula, l'histoire d'une île. C'est l'île Jésus, en fait. C'est l'histoire de Ville Jésus. C'est notre spectacle signature pour les fêtes du 50e. C'est gratuit. C'est sur un écran d'eau, hein, c'est ça? C'est sur un mur d'eau de 200 pieds de long avec des rayons laser, l'histoire de Ville de Laval, et vous aurez en première partie toujours des artistes invités. À titre d'exemple, le 24, la première représentation au Centropolis, les artistes invités, Louis-Jean Cormier, Michel Robichaud, et il y aura à d'autres dates. Pléiade, écoutez, je vous l'ai dit, donc il y aura, bon, vous l'avez dit, Rock Voisine, mais Platinum Blonde, René Martel, Valérie Carpentier, Rémi Chassé, Patrick Normand, The Box. Écoutez, il faut voir, il faut suivre sur le site laval.ca. C'est un spectacle unique, gratuit. Invitez vos amis, votre famille, vos voisins, les gens de la Couronne-Nord. Au Centropolis. Au Centropolis. Il me reste 2 secondes. Merci, Monsieur le maire. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup.